Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en octobre 2017, Xi Jinping, dans un discours place Tiananmen, dans un discours de plus de 3 heures, décrit une ambition: devenir la première puissance mondiale à l'horizon 2049, ce qui correspond au centenaire de la République populaire. Or, d'après la Banque mondiale, la Chine sera la première économie de la planète d'ici 2030. Nous faisons donc face à une nouvelle tectonique des plaques, où la première économie, les États-Unis, se voit concurrencée, à l'image, comme le décrit le professeur Graham Allison dans Le piège de Thucydide, à l'image de Sparte et Athènes. Et par conséquent, on voit bien ici que l'enjeu, l'échelle, c'est l'échelle continentale. Comme le dit d'ailleurs régulièrement Nicolas Sarkozy sur l'enjeu démographique. Et l'échelle continentale nous oblige. C'est la raison pour laquelle ce plan de relance, il a vocation, et c'est juste, à être un plan de relance européen, doté de 390 milliards d'euros sur les subventions, 360 milliards de possibilités de prêts. C'est la bonne échelle. Or, il n'est pas ici simplement question de solidarité européenne, il est aussi question de notre intérêt national. Parce que l'Italie et l'Espagne, très durement touchées, l'Espagne, moins 11% de PIB l'année dernière, plus un demi-million de chômeurs, l'Italie et l'Espagne sont nos clients numéro 3 et 4. Nous sommes, la France, le premier fournisseur d'électricité de l'Italie. Nos banques sont extrêmement exposées en Italie. Si l'Italie s'effondre, c'est la Grèce puissance 10. L'intérêt de la France est en jeu. Nous avons exporté en 2019 pour 37 milliards d'euros vers l'Italie. Nous avons exporté vers l'Espagne en 2019 pour 38 milliards d'euros. Ce sont nos clients et nos fournisseurs. Sur l'enjeu relatif au partage de la dette, quand en 2017, nous avons fait face à la crise des subprimes, puis la crise économique de 2008, qui d'ailleurs, rappelons l'échelle de grandeur, a vu notre PIB chuter de 2,3%. L'année dernière, c'est moins 8,3%. On est donc sur une échelle de grandeur qui est 3 fois l'échelle de 2008. En tout cas, à l'époque, Nicolas Sarkozy s'était battu pour défendre les intérêts à la fois européens et les intérêts de la France. Et en 2011, l'idée des euro-obligations fait surface et prend de l'ampleur. Concernant le cadre financier pluriannuel de 1 074 milliards d'euros ajoutés aux 15 milliards d'euros après négociation avec le Parlement européen, permettez-moi de saluer la création d'un fonds européen de défense que la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat a toujours soutenu. Plutôt dans sa version initiale de 13 milliards d'euros, nous finissons avec un FEDEF, un Fonds européen de défense à 7 milliards d'euros, mais c'est une avancée, il faut le saluer. Concernant le risque évoqué par certains de fédéralisme, permettez-moi de rappeler 2 éléments. Le premier, c'est qu'il ne faudrait pas croire que nos partenaires européens sont tous fédéralistes. Pensez au groupe de Visegrad. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Pensez-vous un instant que leur vision de l'Union européenne est une union fédérale? Non, ce n'est pas le cas. La France ne serait pas le seul à ne pas vouloir d'une Europe fédérale. Ce n'est pas vrai. Par ailleurs, nous avons ici un plan de relance qui fait face à la crise de la Covid-19 et à ses conséquences économiques et sociales. C'est un plan de relance pour l'instant, ce n'est pas une dimension pérenne. Et il conviendrait, et c'est dans les textes, de revenir devant les parlements nationaux. Cela donc écarte le risque mentionné par certains de fédéralisme. Et donc, pour toutes ces raisons, je voterai pour ce texte, ainsi qu'un grand nombre de mes collègues sénateurs, les Républicains, mais ce vote pour n'exclut pas d'émettre quelques critiques. La première d'entre elles, ce sont les rabais. Les rabais concédés, en particulier aux États frugaux, et qui, là encore, on s'interroge, est-ce que vraiment, au bout de la nuit bruxelloise, dans nos négociations, on est allé défendre nos intérêts jusqu'au bout? Je pense par exemple à ces heures où Jacques Chirac n'a jamais abandonné le combat pour les agriculteurs dans les négociations bruxelloises, où je rappelle le rôle de Nicolas Sarkozy en 2008, face à la crise des subprimes. Et là, je m'interroge, est-ce que vraiment on est allé jusqu'au bout dans cette négociation sur les rabais?
De la même manière, sur les ressources propres, il conviendrait que ces ressources propres soient mises en œuvre rapidement, le plus rapidement possible, et notamment sur la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, qui va dans le bon sens, qui permet de sortir de notre naïveté, qui permettait de mettre en concurrence nos entreprises qui ont des normes environnementales plus sévères qu'ailleurs, face à des entreprises qui, elles, produisent avec des émissions de gaz à effet de serre bien plus importantes. Donc là, la taxe carbone aux frontières, nous y sommes favorables, il faut la mettre en œuvre rapidement. De même pour la taxe GAFA sur les géants du numérique. Enfin, une troisième critique, c'est sur le début des remboursements à partir de 2028. Là encore, nous aurions pu commencer plus tôt. Vous le voyez, il s'agit donc bien d'un vote pour, tout en émettant un certain nombre de réserves et de critiques. Le Brexit, le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, nous donne à nous, la France, une responsabilité particulière, une responsabilité nouvelle sur le champ diplomatique et stratégique. En effet, dorénavant, la France est le seul pays des 27 à la fois disposer d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies et de la dissuasion nucléaire. Nous étions 2. Nous sommes le seul des 27. Ce rôle unique de la France sur le champ diplomatique et stratégique, la France doit l'assumer pleinement. Elle doit jouer tout son rôle dans cette nouvelle Union européenne post-Brexit, dans un défi qui est en fait le défi des grands périls qui nous font face. Et c'est pourquoi je pense à cette fameuse phrase du général de Gaulle pour conclure mon propos. Face aux grands périls, le salut n'est que dans la grandeur. Merci. Sur l'ensemble du texte et compte tenu des délégations de vote, le nombre de votants est de 342, le nombre de suffrages exprimés est de 279. Pour l'adoption, 260, contre 19. Le Sénat a adopté.